Bonsoir, merci d'être parmi nous pour cette conférence sur la Turquie. Les événements du jour ne font que conforter et confirmer ce que nous disons régulièrement, et notamment lors de ces conférences mensuelles au sein de l'Université de Toulon, que je remercie chaleureusement de participer et de co-organiser avec nous ces conférences et de nous accueillir. Ces conférences mensuelles rappellent chaque mois que l'histoire, avec un grand H, est de retour, que la bulle d'apesanteur géopolitique dans laquelle nous vivons depuis 30 ans est derrière nous, et que des acteurs s'émancipent et jouent leurs cartes, comme ça a toujours été le cas dans la plupart des périodes de l'humanité. Et parmi ces acteurs, dans notre zone favorite, Méditerranée, Moyen-Orient, il y a bien sûr la Turquie, un acteur clé, un acteur historique, et dont on parle de plus en plus, et qui a certainement, et tu nous en parleras certainement, un impact, enfin qui est impacté par les événements du jour. Donc ça, on va voir de quoi il en retourne. Et pour parler de la Turquie, eh bien, il n'y a pas beaucoup de monde en France plus compétent que Jean Marcoux, qui est professeur à Sciences Po Grenoble, qui est titulaire de la chaire Méditerranée Moyen-Orient, donc c'est un grand ami de la FMES, il participe à notre observatoire stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, il vient régulièrement et on publie régulièrement de ses articles. Il est chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul, ça fait 30 ans qu'il s'intéresse à la Turquie. Il a publié de nombreux ouvrages et de nombreuses publications qui sont toutes passionnantes. La prochaine, c'est pour ça que celle-là je vous la signale plus que les autres, la prochaine, ça sera sur la question kurde, qui s'appellera la question kurde dans tous ses états. C'est dans la revue Orient Stratégique, elle va sortir dans quelques semaines, quelques jours. Voilà, donc n'hésitez pas. Et mon cher Jean, je te laisse la parole. Merci Pascal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, chers amis, je veux d'ailleurs remercier également, j'ai enlevé ce masque, et je veux remercier à la fois la FMES et l'Université de Toulon de m'avoir invité à cette conférence et de me permettre ce soir de partager un petit peu avec moi des analyses qui sont des analyses bien sûr très contemporaines et je dirais en plein dans l'actualité, puisque je n'ai cessé d'actualiser ma propre présentation au cours des dernières heures, parce que effectivement vous allez voir que la Turquie est impliqué dans cette affaire ukrainienne. On ne l'a pas beaucoup vu, alors même que Recep Tayyip Erdogan lui-même s'est beaucoup agité dans cette affaire. Il était encore en Ukraine il y a 15 jours. Il a encore parlé avec Vladimir Poutine hier et il proposait justement son arbitrage au conflit de ces deux voisins, en fait, que sont l'Ukraine et la Russie. Pour la Turquie. Alors, je vais parler des nouveaux enjeux stratégiques de la politique étrangère de la Turquie. Peut-être avant d'entrer d'emblée dans le vif du sujet, je veux faire quelques observations. Vous savez que la politique intérieure est souvent liée à la politique extérieure, et donc je veux quand même faire quelques rappels sur la situation politique intérieure de la Turquie à l'heure actuelle. Je vais passer très vite, mais le cas échéant, vous pourrez toujours me poser des questions ou faire des commentaires si cela vous intéresse. Situation intérieure de la Turquie à l'heure actuelle. Sur le plan économique, c'est une situation, comme vous le savez, qui est dégradée, avec une inflation élevée, surtout une dépréciation de la monnaie. Situation économique qui est assez dure d'ailleurs à évaluer, parce que en même temps il y a une forte augmentation des exportations, une croissance positive. Recep Tayyip Erdogan, qui était il y a quelques jours au Sénégal, a à nouveau
développer cette idée du modèle chinois, hein, à tout crin, avec des exportations, faire de la Turquie une sorte d'usine du monde. En tout cas, pour l'instant, il y a une situation économique qui est dégradée, qui frappe, et en particulier l'inflation et la dépréciation de la monnaie frappe particulièrement la population, et c'est pour ça que ça pourrait avoir des implications politiques. Pour en venir à la situation politique actuelle, elle est marquée par une interrogation, c'est que les sondages sont assez mauvais pour le gouvernement actuel et prédisent qu'il aura du mal à se faire réélire lors des prochaines élections qui ont lieu en 2023. Certains parlent même d'élections anticipées, même si elles sont repoussées actuellement par les dirigeants au pouvoir. Cette situation politique a été marquée par de mauvais résultats aux dernières élections générales, en quelque sorte, qu'a connu la Turquie, qui n'est pas des élections nationales, mais des élections locales, hein, en 2019, où l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, a perdu les deux principales villes du pays. En particulier, Istanbul était considérée comme emblématique parce que conquise par Recep Tayyip Erdogan en 1994, qui avait été sa première grande position, cette position de maire d'Istanbul. Actuellement, une situation politique est assez particulière parce que le régime actuel, en particulier le gouvernement, est allié au parti le plus à droite, parti d'extrême droite, le mouvement, le MHP, hein, le mouvement du Milli Hareket Partisi, c'est-à-dire le parti du mouvement nationaliste, et que cela radicalise souvent ses positions, en particulier sur la question kurde, ou en particulier sur justement des offensives nationalistes. Hein. Et donc il y a là quelque chose qui est particulier parce que ce parti n'est pas vraiment impliqué, il n'a pas de représentant dans l'équipe ministérielle de Recep Tayyip Erdogan, mais en même temps il agit souvent un petit peu comme un faiseur de roi, comme un groupe de pression permanent, et le gouvernement n'aurait pas suffisamment de voix dans le Parlement actuel pour faire passer ces textes s'il n'avait pas le soutien du MHP, qui a été à l'origine d'ailleurs de la réforme de présidentialisation autoritaire, hein, adoptée en 2017. D'autres problèmes importants traversent à l'heure actuelle la Turquie, en particulier les problèmes environnementaux. Vous avez probablement tous entendu parler de ces incendies spectaculaires, hein, au cours de l'été dernier, auxquels on n'avait jamais assisté, mais il y a aussi régulièrement une accélération des inondations et puis des pollutions, hein, et en particulier, ce qui a beaucoup choqué les gens ces derniers mois, c'est la pollution de la mer de Marmara, hein, qui a été envahie par une sorte de morve de mer qu'on ne sait pas très bien comment combattre. Et dans ce cadre-là, il y a une effervescence dans on l'a vu l'année dernière, dans les universités turques, une contestation, hein, du gouvernement, une attitude des nouvelles générations. Je crois que la grande interrogation qui est posée pour les élections de 2023, c'est comment va voter. Il va y avoir énormément de nouveaux électeurs, et comment vont voter ces nouveaux électeurs qui sont un peu les enfants des gens qui ont élu l'AKP il y a de ça près de 20 ans. Hein, et cette génération qui est appelée en Turquie la génération Z au sens international du terme et pas au sens national qu'il peut avoir chez nous, comment va voter cette génération, hein, ces nouveaux électeurs qui n'ont peut-être pas les mêmes préoccupations que leurs parents qui avaient élu l'AKP. Et une interrogation personnellement que je suis, qui m'intéresse, qui est le devenir de l'armée. Il ne faut pas oublier qu'on a un petit peu enterré l'armée, hein, au cours des dernières années, notamment après le coup d'État manqué de 2016. Or, un des hommes importants du régime est quand même le ministre de la Défense, hein, Hulusi Akar, hein, qui est en réalité qui est resté fidèle au régime pendant le coup d'État de 2016 et qui est à l'heure actuelle le ministre de la Défense, alors même qu'il était auparavant le chef d'état-major.
Voilà un peu rapidement fait un bilan de la situation actuelle de la Turquie. Et en réalité, je voudrais positionner mon regard sur la politique étrangère, qui va être un regard immédiat, un regard récent, en faisant aussi un petit rappel historique des évolutions de la politique étrangère turque. On a beaucoup retenu que finalement la Turquie était un pays qui était entré dans l'OTAN après la Deuxième Guerre mondiale. J'aime bien cette carte parce qu'elle montre aussi le caractère stratégique qu'avait la Turquie dans l'OTAN. Un seul pays à voir avec la Norvège, un seul pays de l'OTAN à avoir une frontière commune avec l'ex-Union soviétique, seul pays de la mer Noire qui n'était pas dans le bloc communiste pendant la guerre froide, et pays qui tenait en fait ces fameux détroits du Bosphore et Dardanelles, détroits qui sont intéressants dans la situation actuelle, parce qu'on va peut-être en reparler dans la crise ukrainienne. Pour preuve, l'ambassadeur d'Ukraine en Turquie a ce matin demandé à la Turquie de bloquer les détroits, en tout cas pour la Russie, de prendre une mesure de rétorsion qui serait le blocage des détroits. Il ne faut pas oublier qu'en 2008, lors de la crise ukrainienne, les détroits et le statut des détroits, la Convention de Montreux, avaient été sous les feux de l'actualité dans la crise géorgienne de 2008. Alors, rappel des grandes phases de la politique étrangère de la Turquie, rapidement. Contrairement à ce qu'on peut penser, on pense souvent que l'adhésion à l'OTAN est liée à Mustafa Kemal Atatürk. C'est vrai que Mustafa Kemal Atatürk, au niveau de sa politique intérieure, a mené une politique qui s'inspirait, effectivement, de réformes qui s'inspiraient du modèle occidental. En revanche, la politique étrangère de Mustafa Kemal était une politique d'indépendance nationale et de non-implication dans les conflits à l'extérieur. C'est la politique qui a prédominé jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement, il y a eu un alignement dans le bloc occidental pendant la période de la guerre froide, qui a commencé à se nouer d'ailleurs au cours de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui s'est surtout concrétisé en 1952 quand la Turquie est entrée dans l'OTAN, après être entrée d'ailleurs à l'époque au Conseil de l'Europe, après avoir adhéré aussi, après être entrée accepté plus exactement le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, la Turquie est entrée dans l'OTAN. Ceci dit, on rappellera qu'elle a parfois eu des réticences et des relations conflictuelles avec les États-Unis, notamment au moment de Chypre ou au moment de l'intervention américaine en Irak ou de la guerre du Golfe. Il y a eu des moments finalement de doute et on pourra y revenir. Quand on analyse aujourd'hui d'ailleurs la position de la Turquie vis-à-vis de l'Ukraine, il faut savoir qu'en réalité, il y a une troisième période qui a démarré après la guerre froide où la Turquie a recherché sa place dans ce monde post-bipolaire. Elle était effrayée au début de voir sa position stratégique de la guerre froide un petit peu s'effondrer à l'issue de la fin du bloc communiste, mais en même temps, elle a retrouvé de nouveaux atouts stratégiques dans la guerre du Golfe, dans le monde post-bipolaire. Et cette politique a débouché à l'époque de l'AKP. C'était quelque chose qui était déjà posé avant l'AKP, mais a débouché à l'époque de l'AKP, notamment juste avant les printemps arabes, sur cette politique assez idéaliste qu'on a appelée la politique du zéro problème avec nos voisins, où la Turquie, la diplomatie turque, qui était à l'époque dirigée par Ahmet Davutoglu, Ahmet Davutoglu, aujourd'hui d'ailleurs, est un dissident. Il est dans l'opposition à Recep Tayyip Erdogan, alors qu'il a été son ministre des Affaires étrangères et son Premier ministre par la suite. Et cette politique, elle était fondée sur cette idée que la Turquie devait profiter de son atout stratégique, cette situation stratégique de la Turquie dans une zone de conflit entre les Balkans,
le Caucase et le Proche-Orient, qui étaient vécus comme un handicap par les dirigeants turcs, Ahmet Davutoglu a commencé à expliquer que c'était finalement un atout, celui de la profondeur stratégique, et que la Turquie était un pays qui pouvait mettre en relation les mondes, les différentes civilisations. Donc ça a été cette politique du zéro problème qui a précédé les printemps arabes, qui a culminé au début des printemps arabes, au moment où on parlait, peut-être vous en souvenez, au début des printemps arabes, du modèle turc, parce que c'était finalement le régime qui pouvait permettre à ces régimes en train de changer de trouver une nouvelle voie. Depuis 2013, et en particulier quand la Turquie s'est enfoncée dans la guerre syrienne, enfin tout au moins a été victime de guerre civile en Syrie, depuis 2013, on a assisté à une politique qui est beaucoup plus réaliste, qui est beaucoup plus basée sur la défense étroite des intérêts de la Turquie, qui donne parfois l'impression d'être un peu cynique. Et cette politique est un peu la politique que j'ai appelée la politique d'autonomie régionale du grand écart. La Turquie reste effectivement dans le bloc occidental, en tout cas elle reste membre de l'OTAN, et en même temps elle recherche une sorte de marge de manœuvre sur des théâtres extérieurs où elle est de plus en plus présente, en particulier des théâtres qui sont frontaliers comme la Syrie, mais des théâtres qui sont de plus en plus éloignés, comme la Libye et l'Afrique. Elle recherche une marge de manœuvre, y compris, elle va opérer des convergences avec des pays qui ne paraissent pas du tout sur les mêmes positions qu'elle, stratégiquement. Je pense en particulier à la Russie. Et on l'a bien vu, en particulier en Syrie, quand on a vu effectivement la Turquie dialoguer dans ce qu'on a appelé le processus d'Astana avec notamment l'Iran et la Russie. Alors pour parler de cette politique d'autonomie régionale du grand écart, je vais m'articuler autour de 3 points. Le premier étant ce que j'ai appelé la recherche de nouveaux amis qui ne sont pas des alliés. Le second axe parlera de la gestion d'une relation avec de vieux alliés et de vieux rivaux. Et enfin, on débouchera sur les enjeux actuels entre intervention régionale et expansion périphérique. Le dernier enjeu, c'est finalement la question ukrainienne actuelle, qui m'amènera d'ailleurs à me demander tout simplement si cette politique du grand écart est encore possible. Question qui se posait depuis un moment, mais question qui se pose avec encore plus d'acuité ces dernières heures avec ce qui est en train de se passer en Ukraine. Alors, à la recherche de nouveaux amis qui ne sont pas nécessairement des alliés, parmi ces nouveaux amis qui ne sont pas nécessairement des alliés, le premier d'entre eux, c'est bien sûr la Russie. On a assisté, particulièrement au cours des 2 dernières décennies, à une politique de la Turquie qui a tenté de construire une relation durable avec la Russie. Cette politique, comme je le disais, a culminé avec ce qu'on a appelé le processus d'Astana dans le conflit syrien, ce rapprochement en fait de pays qui n'avaient pas les mêmes intérêts dans le conflit syrien, mais qui avaient au moins un intérêt qui était celui finalement d'expulser les Occidentaux du règlement du conflit syrien, qui avait aussi l'intérêt de chercher une stabilité à ce conflit, une stabilisation de ce conflit alors même qu'ils en sont voisins. Ceci dit, le processus d'Astana a consacré en réalité une coopération entre la Turquie et la Russie, qui a été au départ beaucoup une coopération énergétique. Elle s'est construite, cette coopération, sur l'approvisionnement en gaz, et en pétrole et en gaz. D'ailleurs, dès les années 80, avant même la fin de la guerre froide, cet approvisionnement en gaz russe a marqué les relations entre la Turquie et la Russie.
Et la Turquie a une longue expérience d'ailleurs de cette dépendance énergétique, au point même qu'elle l'a retournée d'une certaine manière et qu'on a vu qu'elle essayait au cours des dernières années de la réduire et qu'elle y est en partie parvenue d'ailleurs. Une augmentation constante, bien sûr, des échanges économiques dans les 3 dernières décennies. Surtout la question du Southern Gas Corridor, qui est le corridor sud de l'approvisionnement en gaz de l'Europe, avec, vous vous souvenez peut-être des projets Nabucco de l'Europe qui étaient en contradiction avec qui étaient en concurrence avec le projet South Stream russe qui a été abandonné et qui a débouché sur le Turkish Stream, qui est un élément de coopération importante, la Turquie et la Russie, qui a été mise en service en 2020. Il faut dire, je disais que la Turquie a une alternative qui est le TANAP, qui évacue le gaz azerbaïdjanais. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un élément de coopération important, mais qui n'est pas exclusif. J'ai marqué en rouge souvent des questions qu'il va falloir suivre, en particulier, eu égard à la situation ukrainienne, et en particulier la construction de cette centrale nucléaire d'Akkuyu. Ce sont les Russes qui construisent la première centrale nucléaire de la Turquie dans le sud-est du territoire turc. Et puis, bien sûr, cette coopération économique, coopération politique, elle a pris une dimension militaire depuis 2016 avec l'achat par la Turquie de missiles de défense aérienne S-400 qui a placé la Turquie dans une position extrêmement conflictuelle avec l'OTAN, comme vous le savez, puisque ces missiles ne sont pas compatibles avec les protocoles de l'OTAN. Un autre ami qui n'est pas nécessairement un allié, c'est bien sûr l'Iran. Voilà 2 pays qui se connaissent bien, qui ont des relations très anciennes, ceux des 2 empires, ottomans et safavides, 2 pays qui ne se sont pas fait la guerre depuis le XVIIe siècle, donc 2 pays qui savent très bien réguler leurs conflits. Et c'est vrai qu'il y a eu un réchauffement au cours des dernières années, en dépit de l'antagonisme qui existait en Syrie, puisque, comme vous le savez, l'Iran soutient le régime de Bachar el-Assad, mais il y a eu des convergences sur des enjeux régionaux, et convergences non seulement en Syrie, mais également lors de la crise qatari en 2017, où la Turquie, comme l'Iran, ont soutenu le Qatar, également sur la question kurde, en particulier lors du référendum de 2017 qui a été engagé par le gouvernement kurde d'Irak du Nord et qui a été rejeté et par l'Iran et par la Turquie. Donc des convergences politiques régionales malgré des oppositions qui peuvent exister. Importance également des échanges économiques et notamment des approvisionnements en pétrole, en gaz, avec des relations économiques qui ont persisté malgré l'embargo. Et néanmoins, à l'heure actuelle, on sent qu'il y a dans cette relation, qui avait été très forte il y a 2-3 ans, on sent qu'il y a un problème et on sent l'Iran inquiet du développement de la présence turque, notamment dans le nord de la Syrie, notamment dans le nord de l'Irak, où la Turquie est en permanence, et notamment, il ne faut pas l'oublier, dans le Caucase, où la Turquie a soutenu l'Azerbaïdjan, alors même que l'Azerbaïdjan a des relations difficiles avec l'Iran et qu'en plus l'Azerbaïdjan a des bases israéliennes. Donc, véritablement, on sent une sorte d'exaspération à l'heure actuelle qui se traduit d'ailleurs parfois par des problèmes aussi intérieurs, notamment des déclarations particulières de part et d'autre des dirigeants et des réactions qui parfois de l'Iran sont très vives et marquent cet énervement. Un autre ami dont on peut se demander s'il est devenu un allié, c'est le Qatar. Alors, sur les relations turco-qataries, il faut s'intéresser aussi aux relations anciennes qui remontent, enfin la situation ancienne qui remonte à l'Empire ottoman, mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, là aussi, on a
on a eu de nombreuses convergences stratégiques, que ce soit dans la crise syrienne, que ce soit lors de cette crise du Golfe en 2017, que ce soit en Afrique, où très souvent la Turquie lance des offensives qui sont financées par le Qatar, que ce soit justement également en Égypte, en Libye. Cette convergence s'est traduite aussi par, après les printemps arabes, par un soutien de la Turquie et du Qatar aux mouvements issus de l'islam politique, comme les frères musulmans. Elle s'est concrétisée, cette convergence, aussi par la création d'une base militaire au Qatar, et par, on l'a vu, une sorte de soutien politique, économique, mutuel, régulier, lors de crises économiques récentes, le coup d'État de 2016, l'embargo de 2017, la chute de la livre en 2018. Régulièrement, on a des investissements qataris qui essayent de soutenir l'économie turque. Et puis, bien évidemment, les deux pays n'ont pas totalement les mêmes idées. On l'a vu encore en 2021, notamment lors de la crise afghane, où il y a eu des accrochages entre la Turquie et le Qatar. Le Qatar a pris des initiatives, justement, sans prévenir son ami turc, ce qui a été mal vu. Donc, effectivement, encore un ami qui n'est pas complètement un allié. Alors, ça, c'est mon premier point de développement sur, je dirais, les derniers aspects de la politique étrangère turque. Je voudrais aborder maintenant le deuxième point, et en particulier vous parler de cette gestion des relations avec de vieux alliés et de vieux rivaux. Alors le premier de ces vieux alliés, c'est bien sûr les États-Unis. Les États-Unis avec lesquels la Turquie entretient une relation compliquée, qui s'est d'ailleurs complexifiée au cours des 2 dernières décennies, parce que, comme je vous le disais, on aurait pu trouver en fait déjà des accrochages à l'époque de la guerre froide dans les relations turco-américaines. On l'a vu encore dans la crise syrienne, où les deux pays étaient à peu près sur les mêmes positions, et où la situation s'est considérablement dégradée, particulièrement pendant le mandat de Barack Obama, qui avait très très bien commencé, qui avait réchauffé les relations entre les deux pays après la période Bush. Barack Obama était même allé à Istanbul, c'était un de ses premiers voyages. Il est allé en Turquie, Ankara, il s'est exprimé avant même d'aller au Caire, dans la Grande Assemblée nationale de Turquie. Et les relations n'ont cessé de se dégrader pour plusieurs raisons. Alors je crois que la Syrie a été pour beaucoup, il y a une sorte de déception de la Turquie, justement de ce retrait américain du Moyen-Orient, notamment après l'affaire de la ligne rouge. Les États-Unis ne sont pas intervenus et la Turquie ne cessait de reprocher aux États-Unis d'être laissés seuls, en fait, face à la crise syrienne, face aux migrations, etc. Mais il y a d'autres raisons qui expliquent ces relations difficiles, en particulier des conflits politiques, comme par exemple le coup d'État de 2016. Recep Tayyip Erdogan est persuadé que les États-Unis étaient impliqués dans ce coup d'État. L'une des preuves serait que Fethullah Gülen, qui est vu comme l'un des cerveaux de ce coup d'État, réside toujours aux États-Unis et que les États-Unis refusent de l'extrader. Des pommes de discorde très importantes, c'est bien sûr le soutien américain aux Kurdes syriens, en particulier aux milices kurdes syriennes YPG. Il faut savoir d'ailleurs que ça a été aussi une évolution politique des États-Unis, puisque les États-Unis considéraient le PKK comme une organisation terroriste, et que les Turcs considèrent les YPG comme une des branches, une des branches du PKK, la branche syrienne du PKK. Et donc il y a eu finalement
dans le conflit syrien, une reconnaissance finalement que les YPG par les États-Unis n'était plus une organisation terroriste, et le soutien justement des Américains aux YPG, là aussi, a été vécu comme une sorte de trahison par les Turcs, même s'il faut rappeler que les Turcs n'ont pas voulu soutenir ce mouvement, alors même qu'ils auraient pu le faire, parce qu'ils n'étaient pas très loin Ils avaient des relations non conflictuelles avec les YPG au début du conflit syrien, et donc il y a eu là finalement un choix américain. Finalement, les Américains, pour combattre Daesh sur le terrain, se sont alliés aux YPG, alors qu'ils n'avaient plus confiance justement en la Turquie. Donc il y a cette affaire-là, et cette affaire-là, elle est toujours très présente dans les difficultés actuelles des relations turco-américaines. Bien sûr, il y a eu l'achat de S-400 russes, là encore, en raison d'un conflit dans justement la volonté de la Turquie, qui est assez long, de se doter de missiles de défense aérienne. Et ce conflit sur les S-400 russes impacte aussi le problème turc à l'heure actuelle d'avoir un avion performant pour renouveler sa flotte aérienne. Bon, ce qui était prévu, c'était... La Turquie était impliquée dans le programme de production du F-35. Le Congrès a bloqué ce programme. Et effectivement, on a vu la Turquie ces derniers mois demander aux États-Unis même de pouvoir moderniser ses F-16, voire d'acquérir de nouveaux F-16. Il y a là un problème qui traîne et qui est un problème important dans les relations turco-américaines. Bien sûr, ces relations turco-américaines ont été envenimées également par... je dirais, les mauvaises relations entre la Turquie et les Européens, tout ce qui s'est passé ces dernières années en Méditerranée orientale, en particulier avec la France. On pensait néanmoins que les relations entre Recep Tayyip Erdogan et Joe Biden seraient plus difficiles que ce qu'elles ne sont finalement, parce que en réalité, ce qui avait sauvé les relations turco-américaines pendant le mandat de Trump, c'était les bonnes relations entre Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump, et on pensait justement que les démocrates revenant au pouvoir, ces relations seraient très difficiles. En réalité, elles sont beaucoup moins difficiles que ce qu'on pensait. Il y a des efforts de rapprochement, même des efforts d'amélioration, parce que Joe Biden, vous le savez, est en train d'essayer de rassembler les membres de son camp dans une vision du monde qui est à l'heure actuelle très polarisée. Ceci dit, même s'il y a des espoirs d'amélioration, il y a quand même des dossiers très difficiles à surmonter, en particulier le dossier kurde et en particulier le dossier des S-400. Restaurer des relations avec les vieux alliés ou les vieux rivaux. L'autre question, c'est la restauration des relations avec le monde arabe. C'est vrai qu'à l'époque, après la fin du monde bipolaire et à l'époque d'Ahmed Davutoğlu, les relations s'étaient considérablement améliorées avec le monde arabe. On se souvient peut-être de cette intervention, vous vous souvenez peut-être de cette intervention de Recep Tayyip Erdogan à la Ligue arabe en 2011, qui était spectaculaire, un Turc s'exprimant comme ça à la Ligue arabe au Caire. Ces relations se sont dégradées néanmoins à partir de 2013, et notamment à partir de la prise de pouvoir de Abdel Fattah al-Sisi en 2013, c'était analysé par Recep Tayyip Erdogan comme un coup d'État qui a été dénoncé sans arrêt, et donc qui a créé une relation très difficile avec non seulement l'Égypte, mais également les pays du Golfe, avec une rivalité turque notamment et turco-saïdienne au sein de l'Organisation de coopération islamique pour la domination du monde musulman. Vous voyez ici une image qui est une image d'un des derniers voyages de Recep Tayyip Erdogan dans les Émirats avec Mohammed Ben Zayed, le prince héritier des Émirats. Et c'est véritablement
un nouveau mouvement parce que les relations tant avec l'Égypte qu'avec l'Arabie saoudite, mais également avec les Émirats, sont des relations qui avaient été très difficiles au cours des dernières années. Il y avait une vaine tentative turque d'établir de bonnes relations avec l'Arabie saoudite entre 2015 et 2017. La Turquie avait même soutenu l'intervention saoudienne au Yémen, mais en 2017, elle a soutenu le Qatar contre les autres pays du Golfe. Et c'est vrai qu'il y a des initiatives de réconciliation depuis un an environ, notamment avec l'Égypte, avec l'Arabie saoudite et, je le disais, avec les Émirats. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'elles sont laborieuses, ces tentatives, malgré tout. Et je pense qu'elles sont aussi dues à des raisons économiques. Recep Tayyip Erdogan, à mon avis, dans ces relations qu'il tente de restaurer, essaye aussi d'améliorer le sort de l'économie turque. Bon, il y a également... parmi ces vieux rivaux, la Grèce, et le renouveau avec la Grèce, vous le savez, c'est réactivé. Bon, il se trouve que j'aurai l'occasion d'en reparler à la FEMES, puisque dans votre journée d'études, vous m'aviez convié, je crois, à parler de ce sujet-là, de la Méditerranée orientale. Un sujet auquel nous avons consacré un numéro de diplomatie il y a 2 ans. Bon, on constate effectivement que la Turquie n'a pas réussi à résoudre la question chypriote, en tout cas que les règlements de la question chypriote se sont révélés infructueux, en dehors même de la Méditerranée orientale et notamment de ses ressources, il y a une différence sur la gestion des migrations et des occasions journalières, si j'ose dire, quotidiennes de conflits entre la Grèce et la Turquie sur ce plan-là. Et puis surtout, notamment depuis 2019, bon, c'est un conflit plus ancien, il y a tout ce problème de la gestion des ressources gazières en Méditerranée et de la délimitation des zones économiques exclusives, avec des initiatives de forage turc, avec le devenir du gazoduc lancé par les Chypriotes, les Grecs et les Israéliens Eastmed, dont on va reparler, avec également la délimitation de cette zone économique exclusive avec la Libye, et actuellement des conflits à nouveau qui concernent le statut des îles de la mer Égée, et notamment les positions militaires de la Grèce qui sont contestées à l'heure actuelle par la Turquie. Il y a néanmoins, depuis 2021, un processus de négociation, là aussi, qui est engagé. Vous voyez ici Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre grec en marge d'un des derniers sommets de l'OTAN au printemps dernier. Bon, ce processus néanmoins est inégal et connaît des hauts et des bas, donc dans un conflit qui est extrêmement ancien. Bon, j'ai amené quelques cartes et on pourra en reparler de ce conflit en mer Égée. Enfin, restauration des relations avec de vieux amis, de vieux alliés ou de vieux rivaux, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle dans les relations turco-israéliennes, puisque vous savez qu'Israël a été longtemps l'un des seuls alliés de la Turquie au Moyen-Orient, avec lequel la Turquie a des relations, notamment en matière militaire, très importantes. Quand on observe l'organisation de l'industrie militaire turque à l'heure actuelle et la volonté justement d'avoir une autonomie militaire dans la production des armements, le modèle qui a été suivi par les Turcs et le modèle israélien, qui ont beaucoup aidé les Turcs à moderniser leur armement dans les années 90, qui ont d'une certaine manière initié les Turcs au drone
parce que les premiers drones que les Turcs ont eus, c'était des drones israéliens pour lutter contre la guérilla kurde. Et donc il y a effectivement une relation qui est ancienne, mais qui s'est dégradée, notamment depuis une dizaine d'années, en 2009-2010, lorsque la Turquie s'est mise à soutenir de manière de plus en plus franche la cause palestinienne, et en particulier dans la bande de Gaza. On se souvient de l'incident de Davos en 2009 qui avait opposé Shimon Peres et Recep Tayyip Erdogan, et surtout de l'affaire de la flottille, le Mavi Marmara, en 2010. Il y a eu depuis, et ça a été d'ailleurs un des succès diplomatiques de Barack Obama, des efforts de réconciliation turco-israélienne qui sont passés par des excuses d'ailleurs présentées sur l'affaire de la flottille par les Israéliens à la Turquie, et surtout par une normalisation en 2016, mais c'est très laborieux. Il y a eu depuis à nouveau des conflits. Mais ce qui est frappant, moi, ce qui me frappe dans la relation turco-israélienne, et là on en revient aux fondamentaux des politiques étrangères, c'est que finalement, en même temps et malgré leur conflit sur la cause palestinienne, il y a des intérêts communs des deux pays, des convergences objectives sur dans un certain nombre de conflits et sur un certain nombre de théâtres, en particulier la guerre en Syrie, parce que finalement les deux pays sont contre le régime de Damas, et pour Israël, le régime de Damas, c'est l'Iran. On a vu aussi une convergence dans le Caucase, où les deux pays soutenaient l'Azerbaïdjan. On a également, on peut avoir une convergence en Méditerranée orientale. Moi, je me souviens que lorsqu'il y a eu la normalisation des relations turco-israéliennes en 2016, et à nouveau un échange d'ambassadeurs, la question du gaz avait joué un rôle très important. Et effectivement, pour les Israéliens, le passage, c'est la Turquie. Bon, c'est vrai qu'ils ont signé depuis cet accord d'Istmed, la construction de ce gazoduc très largement sous-marin, donc excessivement cher, avec Chypre et la Grèce, mais la viabilité, déjà il y avait des doutes sur la viabilité initiale de ce gazoduc, et par ailleurs, ces doutes ont été réactivés récemment par les décisions des Américains, des compagnies américaines de se retirer de ce gazoduc. Et donc, dans ce cadre-là, pour exporter leur gaz, il est probable que les Israéliens regardent de nouveau vers la Turquie sérieusement. Il y a là une initiative récente, c'est que on a vu se nouer des relations entre Isaac Herzog et Recep Tayyip Erdogan récemment, et que Isaac Herzog, le président israélien, devrait venir en Turquie en 2022. Pour reparler de toutes ces questions de Méditerranée orientale, carte à l'appui, vous voyez ici le tracé d'ailleurs du gazoduc Istmed, mais je voudrais maintenant terminer par un dernier axe sur les enjeux actuels, entre intervention régionale et expansion périphérique. Le premier enjeu actuel, c'est l'implication militaire de la Turquie en Syrie. Il y a eu 4 interventions militaires turques au cours des 5 dernières années, notamment 3 contre les Kurdes, et la dernière dans la zone d'Idlib contre le régime syrien. C'est créé véritablement une zone d'influence turque dans le nord-est de la Syrie, et la Turquie, de ce point de vue-là, peut peser sur le règlement de la situation syrienne. Toute la stratégie de la Turquie ces dernières années a visé à empêcher la création d'une région autonome kurde en Syrie, et comme je le disais, cela plaçait la Turquie dans une position
complexe vis-à-vis des États-Unis, qui eux ont soutenu effectivement les Kurdes syriens, mais ça a placé également la Turquie dans une position parfois difficile avec la Russie. On se souvient qu'au printemps, enfin en février-mars 2020, une trentaine de militaires turcs avaient été tués par une frappe syrienne, faite avec probablement le consentement de la Russie. Et la pression dans cette zone d'Idlib que les Turcs tiennent en vertu du processus d'Atsana est un sujet très important parce qu'il y a là non seulement tout ce qui reste de l'opposition syrienne, mais également et surtout de nombreux réfugiés qui, si effectivement l'assaut devait être donné à cette enclave d'Idlib, provoquerait effectivement à nouveau une crise migratoire en Syrie, puisque potentiellement il y a près d'1 million de réfugiés qui peuvent passer effectivement en Turquie. Deuxième enjeu, c'est l'implication de la Turquie dans le conflit libyen, à la suite d'accords à la fois maritimes, délimitation d'une zone économique exclusive avec la Libye pour prendre à revers en quelque sorte la Méditerranée orientale et notamment les délimitations de zones exclusives par les Grecs, les Égyptiens, les Israéliens, les Chypriotes. Et donc, finalement, qui à l'époque était très orienté contre les adversaires arabes de la Turquie, en particulier à l'époque l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats. C'est aussi un accord, ça a été un accord militaire. Cette implication est partie d'un double accord, à la fois maritime et militaire, pour soutenir le gouvernement de Fayez al-Sarraj, à l'époque, qui était le gouvernement de Tripoli, et qui a débouché en 2020 sur le déploiement de troupes et de mercenaires turcs en Libye. C'était une nouvelle intervention après les interventions en Syrie, et c'est une nouvelle intervention qui est riche d'enseignements sur les capacités opérationnelles de la Turquie, puisque en Syrie on avait une opération transfrontalière, alors que là on a eu une opération ultramarine, et donc intéressante aussi sur les moyens que peuvent déployer justement des forces armées turques. Bien évidemment, le conflit libyen, ils avaient déjà été fortement utilisés en Syrie peu avant, mais le conflit libyen a révélé finalement les capacités de la Turquie à produire et à utiliser des drones. Et depuis, effectivement, ces drones turcs se sont exportés très largement, non seulement d'ailleurs au Moyen-Orient, mais également en Afrique et en Europe de l'Est. Voilà une carte également de cette deuxième guerre civile libyenne. Un autre enjeu, c'est le développement de l'influence turque en Afrique. Vous voyez en rouge, en réalité, il y a quelques jours, Recep Tayyip Erdogan était à nouveau en Afrique pour une tournée en République du Congo, au Sénégal, en Guinée-Bissau. Il n'est pas allé en Guinée-Bissau finalement. Pourquoi? À cause de la crise ukrainienne, mais cette tournée a surpris parce que pratiquement, depuis maintenant les 2 dernières décennies, on a des tournées africaines entreprises. Vous voyez encore dans cette carte de Jeune Afrique le président Gül. Président Gül, à l'époque où il y avait un régime parlementaire en Turquie, a effectué plusieurs tournées en Afrique, mais soit le président, soit le Premier ministre, et depuis quelques années, depuis que le régime est présidentiel, c'est effectivement Recep Tayyip Erdogan qui va chaque année en tournée en Afrique, mais là, il était encore en tournée en octobre dernier, donc c'est plus chaque année, c'est pratiquement chaque semestre. Ce développement de la Turquie en Afrique a été assez spectaculaire. Il est spectaculaire du point de vue commercial, puisque les échanges commerciaux ont pratiquement quintuplé en l'espace de 20 ans. Il est spectaculaire au niveau politique, parce que
le nombre des représentations diplomatiques turques s'est accru au point de faire de la Turquie le pays qui a le plus gros réseau diplomatique en Afrique à l'heure actuelle. Même plus 43 pays, comme je le disais dans un dernier article, mais 44 pays désormais, qui se double de 37 représentations diplomatiques de pays africains à Ankara, qui également se traduit par une présence de la Turquie en Afrique au travers de sa compagnie aérienne, qui est devenue l'une des grandes compagnies opérant en Afrique, la Turkish Airlines, 63 destinations en Afrique. Et quand vous regardez le développement de l'aéroport d'Istanbul, qui est devenu l'un des plus gros aéroports du monde, c'est aussi pour servir de hub à ces destinations. Également une aide au développement qui est extrêmement importante aussi. Et un développement également culturel et religieux, en particulier avec le développement de mosquées et l'implication de la direction des affaires religieuses en Turquie, le fameux Diyanet, qui construit effectivement des mosquées et qui mène des actions caritatives, en particulier au moment du Ramadan. La Turquie, effectivement, a pris véritablement pied en Afrique, et elle rivalise parfois avec d'autres pays importants. Je me souviens que lorsqu'il y a eu le coup d'État au Mali, le premier pays à se rendre, à envoyer son ministre des Affaires étrangères au nouveau gouvernement malien, la junte malienne, c'était effectivement la Turquie. Il faut dire que la France et la Turquie à l'époque étaient en plein conflit. Enfin, implication de la Turquie dans le Caucase, soutien diplomatique puis militaire à l'Azerbaïdjan. On parle souvent de néo-ottomanisme. En Azerbaïdjan, je sais qu'il y a quelque temps, j'étais invité dans une émission et on voulait essentiellement aborder le problème sous l'angle de le néo-ottomanisme. En réalité, l'Azerbaïdjan n'était que marginalement dans l'Empire ottoman, et en plus, les Azerbaïdjanais, la religion majoritaire en Azerbaïdjan est comme en Iran le schisme duodécimain, tempéré en plus par 70 ans de pouvoir soviétique. Et donc, c'est pas vraiment là qu'il faut en chercher les causes de cette implication de la Turquie. Je crois qu'il faut s'il y a une relation identitaire, elle est dans le pan-turquisme, en tout cas une sorte de renouveau du pan-turquisme, qui sert d'ailleurs à défendre des intérêts de la Turquie dans la région, puisque la Turquie a noué là aussi une relation qui n'était pas nécessairement bonne avec les régimes post-soviétiques azerbaïdjanais il y a une quinzaine d'années, mais qui s'est approfondie au cours des dernières années. Et on a vu là encore l'utilisation de drones et de mercenaires lors du dernier conflit, et à nouveau, comme on l'avait vu en Syrie, un rapprochement entre la Russie et la Turquie qui ne soutenaient pas les mêmes acteurs dans le conflit, notamment pour trouver une solution régionale qui d'ailleurs a exclu en réalité les Occidentaux de cette affaire. Donc on est dans une situation qui est là encore une situation par la Turquie de défense de ses intérêts, de promotion de ses intérêts, et on voit bien que finalement on était au départ dans le transfrontalier, la Syrie ou l'ultramarin proche comme la Libye. Désormais on est finalement dans le Caucase, on est en Afrique, donc finalement avec une expansion périphérique de la Turquie. Bon, à l'heure actuelle, les derniers développements justement de la situation dans le Caucase, c'est la tentative de normalisation des relations avec l'Arménie, puisque la Turquie et l'Arménie n'ont jamais eu de relations depuis que s'est recréé un État arménien après la fin de l'Union soviétique. Et je dirais que ce processus a été télescopé par l'affaire ukrainienne, puisque la première rencontre a eu lieu à Moscou
avec d'ailleurs le soutien de la Russie en janvier, hein, et puisque la deuxième réunion a eu lieu aujourd'hui entre un représentant du ministère des Affaires étrangères turc, Serdar Kilic, et Ruben Rubignan, qui est, je crois, le vice-président du Parlement arménien. Je voudrais maintenant terminer, justement, là encore j'ai quelques cartes, le cas échéant, qu'on pourra commenter, mais je voudrais terminer bien sûr par la situation ukrainienne. La Turquie, justement, face à l'offensive russe en Ukraine. Effectivement, je vais y revenir, la Turquie a condamné l'intervention de la Russie en Ukraine, à la fois d'ailleurs son soutien aux républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, mais également l'intervention qui s'est produite dans la nuit. Il faut dire que la Turquie et l'Ukraine, en dépit de ces relations dont on parlait qui se sont nouées avec la Russie, la Turquie et l'Ukraine ont des relations fortes. Elles ont des relations fortes sur le plan économique. En particulier, il y a un tourisme ukrainien très fort en Turquie. Il y a des relations politiques qui sont importantes. La Turquie soutient la candidature de l'Ukraine à l'OTAN. Il y a également des liens forts dans le cadre de l'Organisation économique de la mer Noire. Et malgré les convergences russo-turques qu'on a pu observer, la Turquie n'a jamais accepté en fait l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais il y a également des relations militaires, puisque la Turquie exporte des drones vers l'Ukraine, mais non seulement elle exporte, mais elle a constitué une joint venture pour construire des drones turco-ukrainiens, notamment avec des moteurs ukrainiens qui seraient beaucoup plus puissants que les moteurs turcs. Vous savez que la Turquie, dans la production de ces drones, hein, c'est beaucoup finalement un assemblage, hein, non seulement de composants qui sont produits nationalement, mais de composants extérieurs. Et donc on a noté qu'il y avait cette coopération militaire qui était importante. Ceci dit, alors même que la crise se profilait au début du mois de février, la Turquie, Recep Tayyip Erdogan s'est rendu, vous le voyez ici, en compagnie du président Zelensky, hein, en Ukraine. Il s'est posé, c'est vrai que son intervention en Ukraine était encore assez une intervention grand écart, hein, puisque à la fois il a apporté son soutien à l'Ukraine et en même temps il a expliqué que les Occidentaux ne faisaient pas assez pour rechercher une solution négociée. Et il s'est proposé d'ailleurs lui-même, hein, comme arbitre, invitant le président ukrainien et le président russe en Turquie, invitant Vladimir Poutine à venir dialoguer en Turquie. Donc, et Recep Tayyip Erdogan a d'ailleurs proposé hier encore son arbitrage à Vladimir Poutine alors qu'il parlait avec lui lors d'une conversation téléphonique. Ceci dit, la Turquie a condamné la décision de la Fédération de Russie de reconnaître, hein, les républiques du Donetsk, autoproclamées du Donetsk et de Louhansk. Et vous voyez ici la réaction officielle, voilà le texte en turc à gauche, hein, que j'ai pu avoir, et la réaction officielle du ministère turc des Affaires étrangères, en particulier, qui déclare: nous jugeons la décision de la Russie en question, c'est-à-dire la décision de reconnaître, hein, les républiques du Donetsk et de Louhansk, inacceptable, et nous la rejetons, hein, Kaboul edilmes buluyoruz ve reddediyoruz, hein, c'est-à-dire nous jugeons inacceptables, hein, ces décisions et nous les rejetons. Et donc, quelles sont les conséquences finalement de cette situation ukrainienne, et quelles sont les conséquences en date même d'aujourd'hui, du 24 février? Eh bien, ce matin, effectivement, l'Ukraine a demandé à la Turquie de fermer ces détroits, en particulier le Bosphore et les Dardanelles, hein, à la Russie. Il faudra regarder cette affaire de près parce qu'elle avait été au centre, hein, de la guerre
en Géorgie en 2008. Notamment, la Russie avait fait pression. Vous savez qu'il y a ces détroits sont gérés par une convention qui est la convention de Montreux de 1936, qui prévoit un statut non seulement pour les pays riverains, mais pour les pays extérieurs. Et à l'époque, la Russie faisait pression sur la Turquie pour empêcher des navires américains de passer les détroits, ou essayer d'empêcher un navire américain de passer les détroits, ou en tout cas soumettre ces navires américains aux règles de la Convention de Montreux. Donc ce n'est pas une affaire totalement nouvelle. Il faut savoir que et la Russie et l'Ukraine, et la France d'ailleurs, sont partis à la Convention de Montreux. Donc il y a là un point qu'il faudra surveiller dans les prochaines semaines, voire même dans les prochains jours. Ce matin, la TAI, c'est-à-dire la Turkish Airlines, a cessé ses vols vers l'Ukraine, et la Turquie a annoncé un appui à ses ressortissants voulant quitter le territoire ukrainien. Donc la question, c'est un peu de savoir à la fois s'il y aura des pressions de la Turquie des pressions de la Russie à propos de cette affaire de traité de Montreux. Mais la grande question qui se pose, c'est finalement, est-ce que c'est la fin de la politique du grand écart dont j'ai parlé, et les réponses, on va les avoir. Comment les Turcs vont-ils se positionner par rapport aux Occidentaux? Certes, la Turquie a dénoncé l'offensive russe en Ukraine, mais quelles conséquences cela va avoir sur les relations turco-occidentales, et que va devenir finalement cette politique du grand écart et cette recherche d'une autonomie sur la scène régionale? On a quand même l'impression que l'Ukraine est une épreuve de vérité, et va être une épreuve de vérité pour la Turquie dans sa politique en mer Noire, notamment le statut des détroits. Dans les Balkans, vous savez que la Turquie a une très bonne relation avec la Serbie, et cette très bonne relation avec la Serbie, elle est un peu la conséquence des relations russo-turques des dernières années. Dans le Caucase, avec l'Arménie, on en parlait. En Afrique, en particulier avec la situation en Libye, voire sur d'autres territoires. Et enfin, en Syrie, on en a parlé, particulièrement à Idlib. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler. Et bien évidemment, vous l'avez vu, cette présentation s'achève dans un contexte qui est un contexte d'actualité. Je ne doute pas que vous aurez à cœur de continuer la discussion et les commentaires et les tentatives d'analyse avec moi au cours de ce qui nous reste de débat et de discussion dans cette conférence. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions? J'arrive. Bonjour, merci pour cette présentation très, très intéressante, très structurée. Vous avez souligné que Recep Erdogan était en difficulté sur le plan politique, donc il n'est pas certain d'être réélu l'année prochaine, pour le centenaire de surcroît de la Turquie moderne. Est-ce qu'un éventuel successeur serait apte ou serait à même de remettre en question l'ensemble des éléments que vous nous avez présentés aujourd'hui ? Alors, justement, oui, c'est une question intéressante parce que souvent dans les commentaires qui sont faits chez nous de la politique qui est menée par Erdogan, on a l'impression que c'est la politique d'Erdogan et que si quelqu'un arrivait au pouvoir, bien évidemment, il mènerait une politique très différente. Je crois qu'il faut se méfier de ce genre d'analyse. Lorsqu'on regarde, par exemple, si on prend simplement le dossier de la Méditerranée orientale,
sur le dossier de la Méditerranée orientale, l'opposition, et en particulier l'opposition de gauche, c'est-à-dire l'opposition kémaliste. Vous savez que le parti kémaliste à l'heure actuelle adhère à l'internationale socialiste, est membre de l'internationale socialiste, donc il se considère un peu comme le parti social-démocrate en Turquie, mais il a souvent rappelé effectivement qu'il mènerait une politique similaire, et il fait des reproches très vifs aux Occidentaux sur cette politique. Probablement, là où il pourrait y avoir une différence, c'est sur les interventions militaires à tout crin, qui effectivement sont critiquées par l'opposition, et notamment parce qu'elles coûtent cher malgré tout, et puis parce que effectivement ce n'est pas dans cette tradition diplomatique dont je parlais tout à l'heure. Ceci étant, ça c'est ce qui est dit par l'opposition. On sait aussi qu'en politique étrangère, comme en politique intérieure, les marges de manœuvre pour impulser un changement sont malgré tout limitées. Et en politique étrangère, on voit souvent un gouvernement mener une politique étrangère. On se dit que si l'opposition prend le pouvoir, mais malgré tout, dans les politiques étrangères, il y a des fondamentaux. On suit ses intérêts, et il n'est pas toujours facile de remettre en cause ces politiques. Ceci dit, je pense que sur la situation en Syrie, cette implication, les implications militaires également de la Turquie, auxquelles on a assisté. Alors peut-être pas d'ailleurs celle qui a eu lieu dans le Caucase, qui a été très soutenue par l'opposition, mais enfin les implications militaires en Syrie, peut-être en Libye aussi. Je crois que là, probablement un gouvernement dirigé par les kémalistes serait plus réticent, probablement. Mais on ne doit pas s'attendre non plus à des changements spectaculaires. D'ailleurs, cette nouvelle politique étrangère turque qui s'est manifestée à l'époque de l'AKP, elle avait par certains côtés déjà commencé, cette remise en cause de l'alignement pur et simple sur les Occidentaux, elle avait déjà commencé avant l'arrivée au pouvoir de l'AKP. On parlait tout à l'heure de la politique en Afrique. La politique en Afrique, on considère aujourd'hui souvent qu'elle a débuté fin des années 90 par une sorte de livre blanc sur la politique de la Turquie en Afrique. Donc sans doute faut-il s'attendre à certains changements, ceux que je disais entre autres en particulier, mais il ne faut pas s'attendre non plus à un renversement complet de la table. Oui, merci monsieur pour cette belle synthèse. J'ai la chance de faire mes voyages à travers le monde. J'étais en 1996 en Ouzbékistan avec Clio, l'agence Clio. J'étais en Iran en 2005 et je sais par exemple qu'à Esfahan, il y a une cathédrale orthodoxe. J'ai toujours pensé que c'était le chiisme qui voulait contrer le sunnisme turc. Et j'étais avec Jean-Pierre Mahé en septembre 2001. Je vous entends très mal. J'étais avec Jean-Pierre Mahé, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, en septembre 2001, en Géorgie ex-soviétique. Et M. Mahé nous a dit à la fin du voyage que ce qu'il craignait de la part de la Turquie, dont le peuple est d'origine mongole, je pense que vous êtes d'accord, il pensait que la Turquie allait se rapprocher de plus en plus de l'Asie centrale. Donc, vous êtes arrêté à l'Azerbaïdjan de par les questions politiques locales actuelles, au sens assez large. Lui voyait vraiment cette question de l'Asie centrale comme le centre un peu de la future politique turque, mais c'était, je dis bien, en septembre 2001. Merci. Et quelle est la question? Pardon? Qu'en pensez-vous? Ah, des relations de la Turquie avec l'Asie centrale. Oui, d'ailleurs, l'Azerbaïdjan fait plutôt partie du Caucase, mais enfin, on peut l'intégrer dans ce bloc, et la Géorgie aussi.
Bon, les relations avec l'Asie centrale, moi je m'en souviens aussi. J'ai des souvenirs de cette époque, y compris parce que je me suis rendu notamment en Azerbaïdjan à plusieurs reprises à cette époque-là. On avait un programme à l'époque à Bakou de coopération européenne, enfin de développement de ces programmes universitaires européens. Et à l'époque, oui, il y avait, et j'ai assisté, il se trouve que j'ai assisté en 1992, j'étais en poste en Turquie, j'ai dirigé une filière universitaire internationale en Turquie. J'ai assisté à la fin de l'Union soviétique au début des années 90 et vous voyez passer ces bateaux nouveaux avec des drapeaux qu'on ne connaissait pas. Hein. Il se trouve que mon bureau donnait sur le Bosphore même, donc je me souviens très bien de cette époque et je me souviens d'ailleurs d'avoir accueilli une des premières délégations ouzbek après la fin du monde bipolaire, une délégation universitaire ouzbek, et ce qui était incroyable, c'était justement la méconnaissance qu'il y avait en Turquie de toute l'Asie centrale à l'époque et la difficulté de communiquer, y compris sur le plan linguistique, puisque généralement toutes les élites de ces pays parlaient le russe. Je me souviens également de des premières conférences linguistiques à Istanbul entre ces pays et la Turquie, où l'Azerbaïdjan avait fait un mini-scandale en critiquant une affirmation qui avait été faite par un des orateurs qui expliquait notamment que la Turquie était le premier pays à importer l'alphabet latin et à l'utiliser pour parler une langue turque, hein, ce qui avait été contesté par les Azerbaïdjanais qui effectivement ont créé un alphabet latin azerbaïdjanais dès la première république d'Azerbaïdjan après la Première Guerre mondiale, avant même les réformes d'Atatürk. Donc il y avait à l'époque cette idée que la Turquie pouvait être une sorte de pont entre l'Orient et l'Occident et notamment de pont entre finalement l'Europe et qui était en train de s'unifier à l'époque, de renforcer, de s'élargir, hein, et ces nouvelles républiques qui venaient de devenir indépendantes. En réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. D'abord parce que je pense que la Turquie à l'époque était une puissance beaucoup moins importante, hein, du point de vue économique notamment, et même du point de vue politique. Donc elle n'avait peut-être pas les moyens à l'époque de cette ambition. Lorsqu'elle a lancé des initiatives, ça ne s'est pas toujours bien terminé, comme par exemple en Azerbaïdjan au début des années 90. Mais je pense qu'avec le temps, effectivement, il y a eu une pénétration turque de ce monde qui s'est faite aussi avec sous la surveillance de la Russie, hein, très largement. Mais bon, ça a été une pénétration d'ailleurs qui n'a pas été tellement une pénétration politique, hein, finalement, mais une pénétration beaucoup plus économique et culturelle. Il y a là, à mon avis, un ouvrage qu'il faut lire, qui est l'ouvrage de Bayram Balce, hein, justement sur l'islam en Asie centrale. Hein, et on voit bien que la Turquie, de ce point de vue-là, a gagné des positions avec des pays. Je parlais tout à l'heure de l'Azerbaïdjan, mais les autres pays musulmans de la zone, hein, sont des pays d'islam sunnite et de l'école hanéfite, comme l'école turque. Donc il y a là des arguments importants et on l'a vu notamment, on a vu la Turquie gagner des positions peu à peu politiques. Et c'était frappant avant l'affaire du Kazakhstan, hein, le développement l'année dernière de l'organisation des pays turciques, hein, qui s'est effectivement développée et qui finalement était une organisation avant la répression de la révolte qui s'est produite au Kazakhstan en plein développement. Et de ce point de vue-là, quand on regarde la politique qui a été menée par la Russie au cours des derniers mois,
hein, et au cours des 2 dernières années, on ne m'enlèvera pas de l'esprit, comme je le disais tout à l'heure à Pascal, que la Russie a fait le ménage il y a 2 ans dans le Caucase, hein, en soutenant l'Arménie comme l'accord soutient le pendu, justement pour ramener l'Arménie dans le giron russe. Elle a fait le ménage en Asie centrale, notamment au Kazakhstan, on l'a vu au début de l'année, et maintenant elle fait le ménage en Europe orientale. Hein, donc je crois qu'il y a un enjeu effectivement dans le contrôle sur l'Asie centrale qui malgré tout a été un peu à l'écart des grandes préoccupations du monde ces 20 dernières années, alors que c'est un espace nouveau. Mais il ne faut pas oublier que la Russie de Yeltsin, qu'il avait assez vite, qui avait paru le délaisser, notamment quand elle a constitué, vous vous souvenez, la CEI, hein, qui s'est faite à la base par un accord bélorusso-ukrainien, hein, et les pays d'Asie centrale sont montés dans le train en marche, en quelque sorte, par la suite, et n'apparaissaient pas comme fondamentaux dans cet accord, mais très vite quand même, on a vu que la Russie menait cette stratégie de l'étranger proche, c'est-à-dire reconstituer son influence dans des zones qu'elle considère comme des zones d'influence traditionnelles. Et Vladimir Poutine ne fait pas autre chose à l'heure actuelle en Ukraine. Donc je pense aussi qu'il y a là un enjeu important pour la Turquie, c'est ce que va devenir son influence, l'influence qu'elle a acquise progressivement dans ces pays, qui est une influence plutôt soft au cours des dernières années, échaudée par les premiers conflits que ça avait provoqué avec la Russie dans les années 90. Ça a été finalement le développement d'une influence soft, mais on le voit bien avec la transformation de l'organisation des pays turciques réelle. Donc il y a là une question de savoir ce que deviendra cette influence dans les prochains mois, les prochaines années. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur le professeur, vous pourriez nous faire un panorama de l'armée turque aujourd'hui, notamment après le coup d'État, après la tentative de coup d'État, et comment vous voyez cette armée turque pouvoir éventuellement tenir la dragée haute à l'armée russe? Je ne crois pas que tenir la dragée, ça soit véritablement l'objectif, hein, de cette armée turque. Bon, d'abord, l'armée turque est il faut bien le voir, a été au cours enfin, paradoxalement, depuis, pas tellement à l'époque d'Atatürk, parce que finalement, à l'époque d'Atatürk, il y avait au pouvoir des militaires, mais des militaires qui voulaient être des dirigeants civils, hein, qui voulaient être des présidents. Atatürk voulait être avant tout un président réformateur, pas tellement un militaire au pouvoir. Mais il avait bien sûr sous sa coupe l'armée. Et il y a même eu à l'époque d'Atatürk une sorte de réduction de l'influence de l'armée, parce que de toute manière, finalement, l'armée était au pouvoir. Et là où l'armée a pris le rôle qu'on lui a connu en Turquie, celle d'un acteur politique, c'est finalement pendant la démocratisation. Pendant la démocratisation, les effets de la démocratisation ont eu au départ pour effet de pousser en quelque sorte, de marginaliser les élites du régime kémaliste, en particulier les militaires. Il y a une sorte de revanche finalement avec cette élite qui a défendu ses intérêts, qui faisait des coups d'État effectivement tous les 10 ans pour rétablir la situation politique quand le vote des Turcs n'allait pas dans le sens de ce que voulait effectivement l'armée, et quand il y avait des gouvernements islamisants, voire islamistes, comme ça s'est produit dans les années 90, encore que ce n'était pas un véritable gouvernement islamiste, et un gouvernement dirigé par un islamiste. Donc c'est à ce moment-là que l'armée turque a véritablement est devenue un acteur politique. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que l'armée a été défaite par le dernier coup d'État, qui n'était pas de même nature que les autres d'ailleurs, parce que
les coups d'État auxquels on avait assisté dans la deuxième moitié du XXe siècle étaient des coups d'État institutionnels, c'est-à-dire que c'était véritablement l'armée, en particulier le chef d'état-major, qui intervenait pour recadrer en quelque sorte le régime. En 2016, on a eu finalement une tentative de coup d'État organisée par une fraction de l'armée. Donc une armée qui est désormais divisée. Et on a considéré, à mon avis un peu vite, que finalement l'armée avait été marginalisée, qu'elle n'avait plus de rôle politique à jouer. Ce que l'on peut penser, et je parle sous toute réserve, c'est qu'il y a plusieurs tendances à l'heure actuelle dans l'armée. La première est une tendance très nationaliste, assez d'ailleurs eurasiatiste, hein, assez proche d'ailleurs des loups gris, c'est-à-dire du parti d'action nationaliste. Hein. Ça, c'est la première tendance. Il y a une deuxième tendance qui sont les militaires qui sont rentrés avec le soutien de l'AKP. Et la troisième tendance, c'est celle, on pourrait le dire, du ministre de la Défense actuel, qui est l'ancien chef d'état-major, qui est resté fidèle au régime en 2016, s'appelle Hulusi Akar, et notamment qui a, au cours des dernières années, développé considérablement l'intégration de soldats de métier, en particulier ce qu'on appelle les Uzman Çavuş, des tas de publicités de recrutement dans la presse turque. Ces Uzman Çavuş, c'est mot à mot les sergents spécialistes, hein, c'est-à-dire des sous-officiers qui sont des sous-officiers de métier. Et on en a recruté près de 100 000 ces dernières années, ce qui est quand même considérable, qui constitue dans l'armée un moyen de tenir aussi, d'avoir une influence très forte dans l'armée. Quoi qu'il en soit, je pense que donc l'armée est toujours un pilier important du régime, y compris parce que Recep Tayyip Erdogan en a besoin pour ses interventions, y compris parce que sur le plan politique, c'est vrai que l'armée a été cassée par ces procureurs Gülen il y a une dizaine d'années, avec les fameux procès Ergenekon et Balyoz, hein, qui ont permis d'exclure de l'armée un nombre de cadres très important. Mais on a vu que finalement, lorsque Recep Tayyip Erdogan est entré en conflit avec Gülen, hein, il a rétabli ses relations d'une certaine manière, il a réintégré, hein, ou il a rétabli ses relations avec une partie des cadres de l'armée. Pourquoi ? Parce que on était déjà dans une situation difficile en Syrie, donc il y avait déjà une situation menaçante, et parce que par la suite, il a eu de plus en plus besoin de l'armée. Donc, effectivement, l'armée est encore, à mon avis, une force importante et peut-être pas seulement une force purement militaire, qui est également en pleine transformation parce que ce à quoi on assistait au cours des dernières années, c'est à une professionnalisation de l'armée. Et notamment le recrutement de plus en plus important de militaires, d'engagés volontaires, de professionnels, y compris pour mener des opérations qui sont des opérations beaucoup plus techniques, que ce soit la lutte contre la guérilla kurde, que ce soit des interventions sur des théâtres extérieurs. Donc je crois que l'armée est à surveiller. Ce qui est très impressionnant dans cette description magistrale que tu nous as faite, c'est de voir la stratégie d'un pays comme la Turquie, qui est peut-être économiquement, et tu as commencé comme ça, en difficulté, mais qui est capable d'élaborer une véritable stratégie géopolitique, tout azimut, et très bien organisée avec tous les acteurs, et en finale l'armée, ce que tu as évoqué, mais pas seulement, bien entendu, on l'a tous compris. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, vous avez compris que le 17 mars, il y a une journée d'études sur la Turquie, que nous organisons, la FMES organise avec l'IRSEM, ça sera toute une journée,
Et vous retrouverez Jean Marcoux parmi les panélistes de cette journée d'études, 17 mars. Et si vous voulez en savoir encore plus, vous téléchargez, et c'est gratuit, l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, qui vous décrit de façon le plus claire possible, en tout cas on s'y est attaché, la situation de cette zone qui nous importe beaucoup, et notamment il y a des pages très précises sur les capacités, les objectifs, et je suis très confortable parce que on retrouve, on est tout à fait en ligne avec ce que tu viens de dire, sur la Turquie, et en fin de document, nous avons essayé d'élaborer les 3 cas de crise, voire de guerre potentielle dans cette zone, et une de ces situations concerne la Turquie. Donc n'hésitez pas à télécharger, et vous pouvez scanner le truc qui va bien, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, le QR code sur le kakémono derrière moi. Merci encore Jean, et bonne soirée à tous, et merci encore.